Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et de comment devenir riche et des gros billets. Aujourd'hui, partie 2 de l'épisode sur la série Netflix How to Get Rich. Avant d'attaquer avec cette partie 2, comme toujours, je vous fais une petite mise à jour des infos importantes de la semaine. Première info importante, donc avec mon cher ami et associé Michel, on organise un week-end IMO à Chamonix du 18 au 20 août 2023. Les places étaient parties super vite, les places individuelles elles étaient parties dans la première minute de la mise en vente. Et après, il y avait les places pour des lits doubles. Donc les lits doubles, forcément, on choisit pas. Si on avait pu, on aurait mis que des lits simples dans le logement, mais on choisit pas les logements, c'est pas les nôtres à l'année. Donc on a une place qui s'est libérée pour un lit double. Donc soit vous êtes deux personnes, le prix c'est 590 € par personne, donc x2. Soit si vous voulez occuper un lit double tout seul, vous pouvez, ce sera un peu plus cher que si vous l'aviez occupé, donc ce sera un peu plus que 590. Mais voilà, si ça vous intéresse, c'est pas un supplément très important et vous pouvez avoir un lit double pour vous tout seul. Si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un message, Instagram, un mail info@bybypatron.net ou vous allez sur le site clubinvest.fr, CLUB, le 1, le chiffre, VEST.fr, CLUB, le 1, le chiffre, VEST.fr. Et dans les 590 €, il y a toutes les activités, l'hébergement, la nourriture, les boissons. Voilà, tout est compris. On a fait un épisode là-dessus où on annonçait l'événement, si ça vous intéresse. Mais sinon, voilà, il y a une personne qui ne peut pas venir, ben, ça arrive dans la vie. On va le rembourser et puis tant mieux si on trouve quelqu'un pour prendre sa place. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire ? J'ai plein de choses à vous raconter. J'avais une locataire, et on l'a toujours, qui cause des soucis dans un des logements. Le concierge de l'immeuble, il m'appelle tout le temps, il m'envoie des messages. Là, on lui a demandé de partir à la locataire. Visiblement, elle a dit oui, elle va passer déposer son préavis chez le gestionnaire. On va voir la suite un peu de cette affaire. J'ai un peu regardé, hein, franchement. C'est vraiment beau, c'est vraiment beau la France. Donc en fait, si votre locataire fout le bordel, vous êtes en tant que propriétaire responsable. Donc vous êtes responsable des agissements d'autrui, hein, c'est pas vos enfants. Donc il faut faire des procédures, faire des recommandés, et puis après il faut aller de plus en plus loin, aller à la police et tout ça. Bon, nous visiblement ça va se régler à l'amiable, hein, elle va partir, on l'espère. Et ça arrive, hein, c'est comme ça, hein, dès qu'on a dépassé les 10 appartements, on multiplie forcément les problèmes, la probabilité, le pourcentage fois le nombre de lots, et donc on a des soucis. Après, je vous avais parlé de ma télé, pour faire court, j'ai mis mon appartement sur Airbnb, notamment quand je suis pas là, parce que c'est mon appartement le plus cher, je suis pas souvent chez moi. Je fais ce test, je sais pas combien de temps je vais le faire. Ça a super bien cartonné, hein, pour vous dire. Là, ça fait 2 semaines que j'ai mis l'annonce et j'ai pris pour les deux, donc le mois de mai et juin, environ 1700 € de réservation. Donc pour l'instant, j'en suis très satisfait. On va voir sur la suite, on va voir comment ça se passe. Je sais pas combien de temps je vais faire ça, mais ça va payer un peu les billets d'avion parce que moi j'ai un gros budget vacances, comme vous le savez. Je pars à Rome, je pars à Londres et j'ai encore plein de projets pour cette année. Donc ça va un peu payer ça et puis ça me fait échanger avec des gens, ils me donnent des petits tips sur l'appartement. Voilà. Et j'ai acheté une télé sur les conseils j'avais fait une demande sur le groupe Instagram et sur le groupe Telegram et on m'avait dit tu peux prendre les télés d'électrodépôt. Donc j'en ai acheté une. Quand je veux la monter, je me la suis fait livrer. L'écran il était éclaté, donc un peu galère. Donc je suis retourné chez Electrodépôt. Franchement, ils m'ont changé la télé sans broncher. Ils m'ont fait ça super vite. Entre temps, j'avais commandé déjà la télé pour en avoir une. J'ai pris la télé la moins chère, je pense Smart TV, elle est à 160 €. Franchement, j'ai un peu testé là. Donc l'image, le son, ça va. Par contre, je sais pas, j'ai des problèmes de Wi-Fi. Visiblement, c'est lié à l'heure de la télé. Donc, c'est un peu galère à refaire. Je sais pas si je prendrais pas une télé quand même d'une marque genre Samsung ou quoi. Parce que là, j'ai passé 1 heure et bon, c'était pas prévu. Est-ce qu'avec la télé Samsung, j'aurais eu ce problème ? J'en sais rien.
Mais en tout cas, bon, là, ça fonctionne, Netflix, Prime et YouTube. Mais je sais pas si ça, on peut pas installer beaucoup d'applis et on peut pas. Et voilà, il y a ce problème de Wi-Fi lié. Déjà, le temps que je comprenne que c'est lié à la date et l'heure, qu'il y a plein d'applications qui fonctionnent pas. Donc l'image son bon, le côté Smart TV moins bon. Après, je sais qu'on peut mettre des Chromecast, Fire TV et Apple TV. Est-ce que je vais faire ça? J'en sais rien, j'en ai qui traînent. Mais je pense que ça va encore compliquer plus la vie des voyageurs, donc pas sûr. Voilà, sinon dernière annonce, j'ai proposé pour les Alsaciens et les Lorrains, si vous voulez faire de la route, et les Allemands, on va organiser un dîner le 26 mai à Strasbourg, 26 mai au soir. Je vous donne, le mieux c'est de me contacter parce que ça va arriver assez vite. Très très probablement on va faire ça chez Nils que j'ai eu sur le podcast. Donc c'est à la Robertso, si je dis pas de bêtises, c'est dans le quartier de la Robertso. Voilà, on va limiter à 12 personnes maximum, donc ça va aller vachement vite. J'ai eu déjà pas mal de contacts. Si ça vous intéresse, pareil, vous m'écrivez Instagram, bybypatron, ou vous m'envoyez un mail, info@bybypatron.net, mais traînez pas parce que j'ai déjà eu pas mal de contacts. Je sais pas exactement comment on est encore sur les détails, mais en gros, ce sera donc si c'est chez Nils, on va soit commander à manger, soit Nils va s'occuper de faire un barbecue. En tout cas, ce sera pas cher, je pense, mais on vous demandera une participation, je pense, pour les frais de nourriture. C'est encore en discussion. Voilà. Je pense que c'est tout. Hein. C'est déjà pas mal. Ah, et puis j'ai encore une nouvelle locataire qui s'en va. Ça m'arrange pas spécialement, mais bon, ça arrive. Je gère très peu d'appartements moi-même, mais les visites, je les fais moi. Et là, en plus, c'est un appartement que je gère en direct. Donc, je suis bon pour refaire des visites. J'espère que ça va bien fonctionner. Et voilà. On attaque donc partie 2. J'espère que la partie 1 vous a plu. Les écoutes, c'était pas mal. Le peu de retours que j'ai eu était assez bon. Mais par contre, c'est vrai que j'en ai pas eu beaucoup. J'ai pas eu beaucoup d'avis non plus sur Apple Podcast. Mais bon, c'est pas la peine de s'acharner. Vous savez ce que vous avez à faire si jamais. Par contre, sur Spotify, j'ai pas mal de notes. Et on peut commenter les épisodes sur Spotify. J'ai eu aucun commentaire pour l'instant, je crois. Et voilà. Et comme toujours, Club Invest. Donc vous le savez, avec mon associé, on accompagne des investisseurs. Si vous voulez investir, que vous êtes débutant, si vous avez moins de 10 lots, on va dire, on peut vous aider assez facilement. Vous nous écrivez, vous avez les coordonnées. Si vous voulez, donc j'ai des formations pas chères. On n'est pas là pour vous. Nous, on vit pas des formations. On n'est pas là pour vous escroquer. Une formation sur comment négocier les biens immobiliers, une petite formation sur comment avoir un dossier bancaire en béton qui a été validé par des banquiers eux-mêmes et une formation sur le podcast si vous voulez lancer votre podcast. Pas forcément sur l'IMO, sur l'IMO il y a déjà du monde, mais je pense sur plein d'autres sujets ça peut être hyper intéressant de lancer son podcast si on a une passion, surtout dans un sport ou dans l'art ou que sais-je, les centres culturels. À mon avis, avec un podcast, vraiment il y a de la place pour l'instant. Comme on le dit, on a l'impression YouTube et tout. Maintenant, les YouTubeurs sont bien en place. Les podcasters, il y a encore de la place. Donc voilà, tout ça, ça se passe sur mon site. Et aussi, vous pouvez m'appeler pour discuter d'un sujet. J'ai tout le temps des questions. Je peux pas répondre à tout, toute la journée. Donc si vous voulez m'appeler, vous allez sur mon site www.grosbillet.com. Le lien, comme toujours, dans la description. Et on attaque avec How to Get Rich Part 2. Il reste, donc on avait vu 3 protagonistes la semaine dernière. Et là, on va attaquer avec les 5 autres. Et voilà, on est reparti avec How to Get Rich. Donc, si vous n'avez pas suivi l'épisode 2 la semaine dernière, je vous conseille de commencer quand même par cet épisode. Donc, la partie 1 de mon podcast sur l'analyse du show Netflix How to Get Rich. Donc, c'est un show dans lequel un coach qui s'appelle Ramit Sethi, il va rencontrer des personnes qui ont des soucis de finances personnelles, qui ont des objectifs financiers. Il va voir avec elles qu'est-ce qu'il peut faire, comment est-ce qu'il peut améliorer leur situation. Donc c'est un gros spoil. Bien souvent, je vais vous donner des infos sur le show. Pour avoir déjà enregistré la partie 1, je vois qu'en fait, j'ai vraiment pas trop détaillé le personnage. C'était plutôt les personnages et tout ce qui se passe. Donc c'est du spoil, mais vous pouvez quand même regarder le show si ça vous intéresse. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de leçons à tirer, je trouve, de ces personnages. Netflix, ils ont des
des qualités et des défauts comme tout le monde. La grosse qualité, je trouve, de ce show, c'est vraiment d'avoir pu prendre des personnes très très différentes qui ont des situations très très différentes. On attaque donc avec la quatrième protagoniste. Elle s'appelle Sofina. Sofina, elle a été gymnaste pendant 15 ans et elle a même fait les Jeux Olympiques. C'est vrai que c'est toujours impressionnant, je trouve, de voir un athlète en dehors de sa zone de génie ou de son, de son environnement pour lequel il est connu. Donc elle gagne 60 000 dollars par an et elle a 27 ans. Donc comme je le disais dans le premier épisode, c'est toujours assez impressionnant les salaires des... Alors ok, aux États-Unis, il n'y a pas autant de charges sociales et tout ça, mais de voir, elle a 27 ans, elle gagne 60 000 dollars par an. Je pense qu'en France, il doit y avoir maximum 5% des gens qui ont 27 ans qui gagnent 60 000. Ça fait 5 000 euros par mois. Ouais, c'est assez rare. Donc voilà. Et ce qui lui arrive, alors c'est un peu romancé, je suppose, comme toujours, c'est qu'elle a acheté un appartement et elle estime qu'il est trop cher pour elle. Il lui coûte 2300 dollars par mois. En fait, elle arrive pas, elle voudrait voyager, elle voudrait faire plein de choses, et elle n'arrive pas à voyager et à faire tout ce qu'elle veut parce que l'appartement lui coûte trop cher. Un autre point qu'il y a, c'est que elle a pas d'eau chaude depuis le départ parce qu'il y a des travaux à financer et vu qu'aux US ils n'ont pas un copec de côté, ils peuvent pas, elle peut pas payer un plombier. Enfin, en tout cas, c'est dans l'histoire, c'est comme ça que c'est indiqué. Elle peut pas payer un plombier et donc ça va coûter plusieurs milliers de dollars d'après ce qu'elle sait. Et donc, elle prend des douches froides depuis, je crois que c'est genre 7-8 mois. Et voilà, un autre point dont elle n'avait pas conscience au moment d'acheter son appartement, c'était que les charges de copro n'étaient pas inclus dans le remboursement de l'emprunt. Alors bon, ça, j'espère que vous le savez, vous. Bon, comme toujours, c'est un show télé, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux, etc. Les leçons que j'ai retirées de Sofina, donc elle est déjà très contente, elle a pu acheter à 27 ans un appartement. C'est vrai qu'un très bon moyen de s'enrichir dans l'immobilier, que ce soit même pour en achetant votre résidence principale, mais on va voir que c'est pas forcément toujours la bonne option, c'est d'acheter le plus tôt possible. Donc 27 ans, c'est tôt, mais en même temps, on peut aussi acheter à 22-23 quand on commence, si on a fait un bac plus 5, on commence à bosser, on peut directement acheter. Donc voilà. Quel est le problème? Donc en fait, elle, son appartement, il lui représente une trop grosse partie de son loyer, de ses revenus en fait. Donc voilà, 2300 dollars, il parle. Alors je sais pas si c'est avec ou sans les charges. En tout cas, les charges, elles sont de 470 dollars au début et après ça devient même 515 dollars. C'est un appartement, enfin on voit, je pense que c'est en Californie, il y a une piscine, etc. Voilà, là, c'est un point, donc depuis que je suis investisseur immobilier, surtout en France, c'est le point crucial quand vous achetez des appartements, surtout dans les endroits où l'immobilier est pas cher. Il faut vraiment regarder le montant des charges, c'est la base de la base de la base. Qu'est-ce qui est inclus dans les charges ou non? Typiquement, le chauffage, parfois le chauffage, il est collectif dans les charges, parfois il est individuel, donc soit c'est au gaz avec une chaudière, souvent dans la cuisine, soit électricité. Et donc, ça, c'est vraiment le point essentiel qu'il faut regarder quand vous achetez un appartement. Surtout en France, les loyers, vous pouvez pas louer non plus, enfin, plus que 1000 euros, charges comprises, ça commence à être compliqué, peu importe l'appartement que c'est, sauf peut-être en région parisienne. Et donc, si vous avez 400 ou comme elle 500 euros de charges, et ça arrive assez vite dans les grands appartements qui ont été construits dans les années 60-70, si vous avez un concierge, si voilà, c'est des immeubles qui ont besoin d'entretien, il y a un ascenseur, il y a le chauffage collectif. Si vous avez un appartement de 3 chambres, 120 mètres carrés, vous allez pouvoir payer 400-500 euros sans problème de charge. Et là, en fait, c'est le genre d'appartement, si vous le louez on va dire de façon normale, à une famille par exemple, et ben en fait, vous allez peut-être le louer que 500 euros hors charge parce que vous allez avoir 500 euros de charge à facturer. Donc les charges, c'est vraiment crucial. Et j'en parlais déjà dans l'épisode précédent, les piscines, les salles de sport, tout ça, ça a un coût. Et quand vous êtes investisseur locatif, faut vraiment éviter tout ce qui est un peu fancy comme ça, tout ce qui fait rêver. Pour votre résidence principale, pourquoi pas? Voilà, avoir un concierge, ça peut avoir du sens. Avoir peut-être qu'à long terme en plus, c'est même moins cher parce qu'il fait des petites réparations que si vous avez une société qui surfacture à chaque fois qu'elle vient.
avoir une salle de sport, une piscine et tout, pourquoi pas, mais quand c'est pour habiter vous, quand c'est pour louer, les charges de copro, c'est vraiment le point sur lequel il faut faire ultra gaffe. Et surtout qu'elles ont vraiment tendance à augmenter tout le temps, surtout là avec les prix de l'énergie qui augmentent. Mais dans tous les cas, ça augmente tout le temps. Et même si vous avez des appartements, moi j'avais un appartement ultra bien isolé, avec ventilation double flux, triple vitrage et tout. Les charges de copro, elles étaient quand même hyper chères parce qu'en fait, vous allez avoir tout le temps, en fait, le chauffage, ça représente une- un montant important. Mais ensuite, en général, dans ces immeubles bien isolés, l'eau chaude et le chauffage, ça représente peut-être un tiers du budget de la copro. Mais après, il y a d'autres frais qui viennent, donc les espaces verts, l'ascenseur s'il y en a, l'assurance de la copro, le syndic s'il y en a, etc. En fait, il y a toujours des petits frais qui se rajoutent. Et même si vous avez un bâtiment bien isolé, globalement, ça change pas grand-chose, en tout cas de mon expérience dans le montant des charges de copro que vous allez avoir. Donc voilà, Sofina, elle a pas pris en compte les charges. Elle a un immeuble qui est super bien, super beau, mais en contrepartie de ça, ben, elle paye trop cher. Alors là, c'est la seule fois où je suis pas vraiment d'accord avec Ramit. Donc Ramit, il lui conseille de revendre l'appartement en fait pour partir en location, en lui disant en gros l'appartement il te coûte 2300 $ je crois par mois, et si tu étais locataire d'un appartement similaire, ce serait 1800 $. Donc en tout, voilà, un emprunt de 270 000 $. Moi, je suis pas sûr que la différence en vaille la peine entre les 2300 de remboursement et les 1800 de loyer. Je trouve que la différence, elle est trop faible pour repartir en location, surtout qu'elle a dû mettre pas mal d'argent dans l'appartement en tant que tel. Voilà, chacun fait ses calculs. Essayez, en tout cas, c'est vraiment le bon conseil qu'on a de bien sûr de pas trop dépenser dans votre appartement. Surtout, elle est là 27 ans, elle est célibataire, elle a pas d'enfants. Voilà, mettre des sommes qui vont s'amortir sur 10 ans, alors même que vous allez sûrement changer de vie en 10 ans, c'est un peu la galère. Après, quelles sont les solutions que moi j'aurais préconisées, même si bien sûr Netflix va jamais vous le dire, la solution idéale qui fonctionne le mieux, c'est bien sûr d'habiter à deux, d'habiter en couple. Elle a 27 ans, elle est belle, elle est brillante, elle est sportive. Il n'y a pas de raison de pas trouver un conjoint à la hauteur. Et donc avec ça, ben ça lui faciliterait grandement la vie. 2300 $ quand on gagne 5000 et qu'on paye que la moitié, en fait, ben ça permet d'assez bien vivre, d'assez bien épargner. Bon, Netflix va jamais dire, écoute, trouve-toi un mec, trouve-toi une copine pour payer moins. Mais moi, voilà, c'est vraiment la solution la plus simple. Donc peut-être, voilà, même si elle est pas obligée de partir en chasse ou chiner, là, je sais plus comment on dit. Mais en tout cas, tu te dis, bon, ça se trouve pendant quelques mois encore, quelques années, tu prends un peu sur toi par rapport à tes dépenses, et puis le jour où tu trouves quelqu'un, et ben tout ça, ça va s'améliorer. Après, très compliqué toujours quand t'es propriétaire, que tu vas t'installer avec quelqu'un, de savoir comment gérer la répartition des charges liées au logement, des frais, parce que est-ce que tu lui fais payer la moitié alors qu'il n'est pas copropriétaire, ça va pas. Est-ce que tu fais payer à peu près la moitié d'un loyer, ok, mais est-ce que si tu as acheté à longtemps, tu prends le loyer du marché, tu prends le loyer maintenant, très compliqué. C'est un problème, voilà, qu'il n'y a pas de solution parfaite. Je connais plusieurs personnes dans ce cas, souvent on me contacte par rapport à ça. Moi, après, en plus, s'il y a des enfants et tout, il y a plusieurs préconisations à faire. L'idéal, c'est que ce soit le moins, qu'il y ait personne qui ait l'impression de se faire léser, et héberger quelqu'un totalement gratuitement à long terme. Je pense pas que ce soit une bonne solution. Pour moi, la meilleure solution dans ce cas-là, quand il y en a un des deux qui est propriétaire et l'autre qui ne l'est pas, c'est de mettre l'appartement en location dans lequel il habite, et puis de repartir les deux en location. Pour moi, c'est la solution la plus simple, et puis ça permet d'avoir un logement peut-être qui géographiquement est le mieux adapté au métier des deux, etc. Ou après, il y a l'autre solution, si t'as pas d'argent, comme j'en parlais en intro du podcast, pourquoi pas mettre de temps en temps ton appart sur Airbnb. C'était l'idée à la base. Elle, je pense qu'elle fait des shootings publicitaires et tout, ça se trouve, elle bouge souvent. Voilà, entre mettre son appart sur Airbnb et avoir de l'eau chaude, peut-être que c'est la solution quand t'es pas là. À chacun de voir. Donc moi, voilà, c'est un peu le seul truc que je reproche là au Ramit, c'est de se dire, ouais, pars en location. C'est sûr, si tu veux investir, si t'es vraiment un peu limite,
pourquoi pas, mais moi j'aurais quand même gardé l'appartement. Après, comme toujours, voilà, les gens ils dépensent trop dans leur résidence principale, surtout quand on a 27 ans. On voit là tout qui est à son nom. Elle a des photos d'elle, des posters d'elle. Elle a le rideau de douche avec un S. Elle s'appelle Sofina. Elle a la parure de lit avec Sofina et tout. Je pense qu'elle a mis beaucoup trop d'argent là-dessus. Voilà. Donc faire très attention. Après, pour en revenir à se mettre en couple, habiter en couple. Par contre, quand on fait ça, faire très très attention aux dépenses liées au ménage. Parce que quand on est en couple, on a envie d'être, on se sent un peu confortable, on veut le meilleur pour son conjoint. Et on commence à faire des dépenses dans tous les sens, des lits à 3 000 €, des canapés à 4 000 €. Et puis au bout d'un moment, on a dépensé 20 ou 30 000 €, on sait même pas où ils sont partis. L'amour n'exclut pas le contrôle, je sais pas si on peut dire ça. Mais en tout cas, faites toujours très attention. Les meubles, quand vous les achetez, le jour 1, ça vaut peut-être 25% du prix que vous avez payé, parce que personne va acheter un lit d'occasion ou un canapé d'occasion au prix fort. Personne va acheter, je pense, un canapé d'occasion à 1 000 € ou un lit à 1 000 €, peu importe le prix que vous l'ayez payé. Et moi j'ai bien vu là, parce que quand j'ai emménagé, j'ai acheté quelques meubles d'occasion. Les gens, sous prétexte qu'ils avaient payé cher, ils voulaient pas du tout baisser leur prix. Et je suis sûr et certain qu'ils ont toujours pas vendu. Il y en a qui m'ont dit, oui, vu que le prix du bois il monte, je vais sûrement pas faire une réduction sur mon armoire que je vends. Donc quand on est dans des raisonnements comme ça, écoutez, gardez vos affaires, les gars. C'est bien beau de vouloir ça, mais si tu vends pas, tu vends pas. Le prix que quelque chose vaut, que ce soit une société, que ce soit un appart, que ce soit une voiture, c'est le prix que quelqu'un est prêt à payer. C'est pas combien tu l'as payé moins un discount. Donc voilà, on sait pas trop ce qu'elle décide de faire. Après, elle va voir sa mère. Sa mère, elle lui dit, en gros, c'est toi qui es maître de ta décision. Fais comme tu veux, fais comme tu le sens, ma petite. Donc voilà, Sofina, donc c'est un bon exemple c'est un peu une erreur qu'on peut faire, mais dans certaines villes on n'a pas le choix. Voilà, si on veut être propriétaire, c'est hyper cher, ça va engloutir une énorme partie de nos revenus. Même moi, ça m'était arrivé quand j'ai acheté mon premier bien. Après, ce qui m'a permis de réacheter, c'est que ensuite mes revenus ont fortement augmenté. Mais si vous êtes déjà au taquet, si vous êtes dans une société, vous savez, je vais rester là 20 ans, mon salaire il va prendre 3-5% par an. Et en fait, si tu te mets au taquet, tu pourras jamais réinvestir parce que t'es bloqué. Donc voilà les solutions qu'il y a à faire. Acheter si possible le moins cher possible sa première RP. Sinon, acheter quand t'es à deux, ça peut forcément aider, mais ne pas s'emballer en mode on nous prête 700 000 €, on va acheter une maison à 700 000 €. Et troisième solution, si t'as pas d'eau chaude parce que t'as pas d'argent, après c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Si t'as pas d'eau chaude, tu peux pas mettre ton appart sur Airbnb. Donc voilà, limite peut-être prendre un prêt conso pour régler ça, c'est pas idiot, hein, c'est pas un prêt conso pour acheter une télé chez Electro-Dépôt. Donc voilà, prendre un prêt conso, faire les travaux et puis ensuite rembourser les travaux en louant de temps en temps sur Airbnb, ça peut vraiment être pas mal. Voilà, on a fini avec Sofina, on attaque avec Franck. Franck, 5e protagoniste. Alors, 5e protagoniste en la personne de Franck. Je vous le cache pas que cet épisode, peut-être que vous allez l'entendre, il a été enregistré en 2 fois à quasiment une semaine d'écart. La première partie, je l'avais enregistrée tout de suite après la première partie de l'épisode 2. Je l'avais enregistré tout de suite après la première partie de l'épisode 1. Et puis ensuite, j'ai eu plein de choses à faire. Et donc, ça s'est mis en pause pour des petites semaines. Donc voilà, Franck, 5e protagoniste. Alors ce que j'ai retenu de Franck, alors franchement, il est super drôle. Quand l'émission elle commence, il est en train de faire un brunch. Tous les dimanches, il fait un brunch. Ça boit du champagne, ça mange, ça picole. Tout le monde se chambre. Ils ont l'air vraiment de bien s'amuser. Visiblement, ces brunchs, ils coûtent $200 à chaque fois, à chaque semaine. Donc ça fait un bon petit budget. Comme d'hab, il est en mode de surconsommation à fond. Qu'est-ce qu'il a d'intéressant, ce Franck? Alors, le premier, il a une dette de $237 000 qui est liée à son crédit étudiant, $237 000. Et si j'ai bien compris, les métiers qu'il exerce, il a 2 métiers. Il en a un dans le social et un, je pense qu'il est un peu une sorte de psychologue. Ça, je suis plus sûr. Mais en tout cas, voilà, il a 2 métiers. Comme souvent, aux États-Unis, on voit les gens, ils ont 2 métiers. Après, aux États-Unis, il y a pas mal je dis pas ça pour tous les métiers, mais il y a pas mal de métiers où en fait, c'est juste de la présence. Quand vous allez, par exemple, visiter à New York l'Empire State Building ou Rockefeller Center, tu vois que tu as 3 mecs pour te montrer quel escalier prendre. Tu sors de l'ascenseur, il y en a 2 qui t'indiquent vers où aller et tout ça. Il y a pas mal de jobs
avec très peu de valeur ajoutée. Je sais pas si vous le savez, mais la France, c'est un des pays qui a la plus haute productivité du monde par heure. Parce qu'en fait, en France, on a fait le choix, je sais pas si on peut dire qu'on a fait le choix, mais en gros, tous les gens qui travaillent, ils génèrent pas mal de PIB. Et puis, en fait, on a plein de gens qui travaillent pas. Alors qu'aux États-Unis, il y a beaucoup plus de gens qui travaillent. Et donc, la productivité de chaque personne qui travaille, elle va un peu baisser du fait de ces jobs qui sont payés à pas faire grand chose. Au Japon, c'est pareil, vous avez des vieux qui, je sais pas, ils ont au moins 80 ans, ils vous aident à sortir du parking avec une lampe. Donc tout ça, c'est des gens qui travaillent, mais qui ont pas des boulots ultra prenants, en tout cas intellectuellement ou même physiquement. Et donc je pense que c'est pour ça qu'il y en a qui arrivent à avoir deux boulots. Enfin, je sais pas, ou alors il y a quelque chose que j'ai pas compris, mais faire à long terme, travailler 15-16 heures à fond, je vois pas comment c'est possible. Mais bon, à moins que ce soit le week-end, voilà, moi je travaille tous les jours, ou quasiment, ça va, j'arrive à tenir le coup comme ça, mais faire 15 heures par jour, donc 2 boulots, ça je sais pas trop comment on fait, mais il y en a qui font ça, et d'ailleurs j'ai eu un candidat locataire il y a pas longtemps, qui faisait ça, qui était livreur Ikea, et qui en plus était, qui faisait de la sécurité, dans les stades de foot et dans des événements comme ça. Donc j'ai demandé quand il dormait pas beaucoup, mais il était jeune et vigoureux. Mais à mon avis, à long terme, tu peux pas tenir comme ça. Et puis il faut peut-être mieux chercher un boulot 2 fois mieux payé que bosser 2 fois plus. Bref, en tout cas, ce Franck, il a une dette de 237 000 $, alors qu'il a des métiers qui ont pas forcément, j'ai l'impression, qui nécessitent pas forcément beaucoup d'études. Alors il a choisi, visiblement aux États-Unis on peut faire ça, de pas rembourser cette dette. Donc il a une dette, il la rembourse pas. Par contre, en fait, ça lui a complètement dégradé son scoring bancaire et donc il a un taux d'intérêt de 12 ou 13% sur sa voiture, là où d'autres protagonistes ont des taux de 3%. Donc en fait, ne pas rembourser les dettes, ça va vraiment dégrader à mort sa note de crédit et dès que tu veux t'endetter, eh ben ça te coûte beaucoup plus cher. Alors là, en France, on a la chance de pas payer les études ou très peu, ou les écoles d'ingénieurs ou les écoles de commerce. Là, ça peut coûter dans les 10 000 € par an, de ce que j'en sais, 10-12 000 peut-être. Mais voilà, c'est souvent que 3 ans. Après, t'as les autres dépenses, mais on n'arrive pas à des montants comme ça, plus que des sommes à 6 chiffres, de ce que j'en sais. Là où c'est un mauvais calcul et là où c'est le problème en France, c'est qu'ensuite t'es mal payé. Moi, j'ai eu un locataire ingénieur chez FH, qui est quand même une grosse société. Il gagnait 1 700 € par mois. Donc 1 700 € par mois, ok, il était jeune, il sortait d'école, mais pour rembourser une dette de plusieurs dizaines de milliers d'euros, compliqué. Et là où je pense que la France, c'est pas forcément un bon calcul qu'elle a fait, en tout cas pour ce type de profil, c'est qu'il y a beaucoup de gens à l'étranger. Moi, je suis à l'étranger, j'ai beaucoup de personnes, des Français qui sont venus parce que en fait, ils avaient un crédit étudiant à peut-être 500 € par mois, et donc c'était leur important, c'était de gagner le mieux possible leur vie pour pouvoir en fait rembourser cette dette étudiante. Parce que si tu gagnes 1 700, que tu as 500 € à rembourser par mois et que tu travailles à Paris, voilà, tu as fait ingénieur, tu es content, une fois que tu as payé ton loyer, il te reste 200 €. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui partent en Suisse, qui partent à Singapour ou que sais-je, même en Belgique, pour rembourser leur crédit étudiant en France. Donc, un peu idiot pour le pays, mais bon, c'est comme ça. C'est pas la première fois qu'il y a une mauvaise décision qui est prise par rapport aux étudiants. Idem, là en ce moment je voyais, j'ai vu il y a 10 jours qu'il y a un étudiant en médecine, il y a tellement de déserts médicaux en France que il y a un étudiant en médecine qui s'est fait sponsoriser, on va dire, ses études par une commune en Bretagne. En gros, il a dit, vous me payez mes études de médecine et en contrepartie, je m'engage à travailler pendant 7 ans dans votre commune en tant que médecin généraliste. Donc voilà, c'est beau. Moi, je me souviens quand j'étais étudiant à Strasbourg, il y avait 1700 candidats en médecine pour 250 places. On savait déjà depuis 20 ans qu'il n'y avait pas de médecin. Et puis ils ont ouvert doucement les places. Je crois que maintenant il n'y a plus de numerus clausus, mais il y a quand même pas beaucoup plus de monde qu'on arrive à former. Bravo les gars, en sachant que c'est pas parce qu'il y a 2 fois plus de médecins que ça va coûter 2 fois plus cher à la Sécu. On va pas aller 3 fois chez l'ophtalmo par an juste parce qu'on n'attend pas pendant 1 an. Donc bref, tous les systèmes ont leurs avantages et leurs inconvénients. En France, tu payes pas, mais du coup, t'es un peu captif, on va dire. Et aux États-Unis, tu payes super cher. C'est quand même des dettes de malade, quoi. 237 000 $. Commencer la vie avec ça, c'est quand même vraiment pas glorieux. Si c'est pour devenir, je sais pas, neurochirurgien à 30 000 € par mois ou 30 000 $ par mois, ça va. Mais si c'est pour faire un métier comme lui, il doit tourner à 4-5 000 $ par mois.
et où il n'avait pas forcément besoin de faire des études aussi chères pour y arriver. C'est quand même un peu dommage. Ce qu'il a de particulier, ce Frank, c'est qu'il a gagné une télé-réalité. Alors je crois qu'elle s'appelle The Circle. Personnellement, je connaissais pas. Il a gagné une télé-réalité Netflix, je crois que c'est The Circle, $150 000. Il avait déjà reçu $75 000 desquels il avait dépensé une bonne partie. Et ensuite, il allait recevoir de nouveau $75 000. Et puis c'est un peu pour ça qu'il avait fait appel au coach. Et c'est pas idiot parce que franchement, quand on reçoit de l'argent, moi ça m'est arrivé quelques fois dans ma vie de recevoir des sommes d'argent importantes, un peu tombées du ciel, notamment en vendant des appartements. Et franchement, on a tendance, on a beau, et j'étais déjà formé les fois où, enfin, j'avais déjà des apparts, je savais déjà comment faire, j'avais déjà pas mal d'argent en bourse. Mais quand on touche comme ça des sommes importantes, c'est très très compliqué à gérer. Je sais pas pourquoi on essaye de faire des nouveaux trucs. Et par exemple, j'avais mis un peu d'argent. Alors ça, c'est pas forcément le pire investissement que j'ai fait, mais sur une plateforme Mintos, là, c'était des prêts entre particuliers. Et en fait, il s'est avéré qu'il y a eu plein de changements. Le truc, ça avait l'air solide. J'ai pas vraiment perdu d'argent, mais j'en ai pas non plus vraiment gagné parce que il y a eu des contreparties qui ont. Donc en gros, vous prêtiez de l'argent était censé être assuré, même si les prêteurs ne remboursaient pas, vous deviez avoir des garanties, sauf que les garanties, comme souvent dans ces domaines, ça paye. Enfin, il arrive aussi des problèmes aux garanties. Donc, pour être transparent avec vous, je crois que j'avais mis, tiens, c'est marrant, j'en ai jamais parlé de cette histoire. J'avais mis 6 ou 7 000 euros, je crois, sur cette plateforme. Et ça m'a généré en un an à peu près 700 euros d'intérêt, je crois, entre 700 et 800. Et en fait, à l'heure où je vous parle, j'ai 1099 euros qui sont en pending, qui sont actuellement en retard, ils appellent ça. Donc, là, des sommes qu'ils essayent de récupérer. Donc, on voit bien j'ai gagné en gros 800 et il y a 1000 qui sont en retard et sur lesquels je sais pas combien je vais récupérer. Normalement, ils arrivent quand même à récupérer de l'argent, mais ça prend du temps. Et puis après, c'est pareil, les investissements que j'avais faits, il y en a que j'ai pu retirer, il y en a, ils ont changé les trucs. En gros, tu peux pas les retirer tant que c'est pas terminé. Donc voilà, ça c'était vraiment un truc que j'avais essayé, comme ça, à un moment où j'avais eu un peu d'argent en vendant un appartement. Après ça, j'avais mis 7000 euros, c'était pas non plus la cata. Mais on essaye des trucs. J'ai pris des abonnements à des trucs de bourse, des abonnements à des trucs de crypto et tout ça. Ok, je voulais peut-être me former, faire des bons choix, mais en fait, fallait continuer comme toujours, acheter des apparts, acheter des actions, et puis pas partir dans des trucs un peu foireux comme ça. Même si ça a l'air solide, même si les formateurs que j'avais pour la crypto, ils étaient solides, même si le Mintos là, ils sont quand même solides, hein, ils ont fait des levées de fonds publics, etc. Donc c'était pas n'importe quoi. Donc voilà, quand vous avez de l'argent qui tombe du ciel, temporisez. On sait, il y a l'inflation qui vous bouffe une partie. Après, l'inflation, c'est toujours compliqué. En ce moment, l'inflation, on dit, ouais, t'as 100 000 sur ton compte, il y a 10% d'intérêt, tu perds 10 000 par an. C'est pas si simple que ça, parce qu'en fait, les 100 000, tu vas pas acheter du jambon et de la farine avec. Donc, l'inflation, elle est surtout là-dessus. Et puis, en fait, peut-être qu'à l'inverse, quand il y avait que 2% d'inflation en France et que l'immobilier, il en prenait 10, et c'est là où on perdait vraiment de l'argent. Donc si ça vous arrive, temporisez, vous pouvez vous former, parler un peu à des gens, mais en gros faites ce qui marche. Ce qui marche, c'est l'IMO et la bourse depuis historiquement. Formez-vous un peu, ne faites pas confiance à n'importe qui peut être compétent. Diversifiez également, ne mettez pas tout dans le même panier. Parce qu'on n'est jamais à l'abri. Voilà, on n'est jamais à l'abri d'avoir de mauvaises surprises. Et surtout, vous pouvez prendre, 5% pour vous payer un truc qui vous fait plaisir de cette somme et puis essayer d'investir le reste. Parce que, voilà, ça, à long terme, ça paye. Alors que les consommations comme ça, juste pour le plaisir, pour avoir le pic de dopamine, on a tendance à pas en profiter aussi longtemps qu'on voudrait. Et ensuite, comme souvent, il y
il y a d'autres choses que je voulais rajouter sur Franck. Il a un traumatisme lié à l'argent. Il n'en avait pas assez quand il était jeune. C'est souvent comme ça, mais je pense que c'est vrai que c'est dans notre enfance ou adolescence que on a le rapport à l'argent qui se forme en fonction de nos parents ou en fonction de nos situations. Moi, je sais qu'il y a pas mal de choses que je fais aujourd'hui. Ça, je les ai appris en étant étudiant. J'avais tout juste, mes parents me donnaient de l'argent, bien sûr, pour que je puisse étudier, mais j'avais tout juste ce qu'il fallait. Et puis c'est là où j'ai commencé à faire les business, achat-revente de vélos, achat-revente de consoles, achat-revente de téléphones. Donc c'est à ce moment, quand j'avais vraiment, que j'étais pas loin d'avoir mon compte à zéro tous les mois, voire parfois un peu en négatif, que j'ai commencé à essayer toujours d'acheter des bonnes affaires, faire des recherches, faire des offres dans tous les sens, du volume, etc. Et puis maintenant, je le fais sur les appartements, je le fais aussi sur quand j'achète des trucs d'occasion, ça m'arrive quand même assez souvent. Toujours essayer de chercher le bon plan, d'acheter la meilleure affaire, etc. Donc c'est à ce moment-là pour moi que ça s'est créé. Peut-être qu'il y a des gens, ce sera plus tôt, s'ils ont été vraiment à la rue et tout. Après, ils vont vouloir compenser. Ça dépend de chacun. C'est pas évident comme. Mais le mieux, c'est quand même d'avoir une ligne de conduite par écrit sur une feuille blanche. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. C'est ce que je dis à tout le monde, tous les gens qui me demandent des conseils sur comment investir en bourse ou dans la crypto. Je leur ai dit la même chose. Tu prends une feuille, t'écris ce que tu vas faire et quoi qu'il arrive, jamais tu n'y déroges. Et en fait, il y a plein de gens qui ont pas écouté ma règle et qui ont perdu des dizaines de milliers d'euros comme ça. Alors que pourtant, c'est simple. Donc voilà, Franck. Et le dernier point, alors là, c'est assez compliqué. Je sais pas ce que je lui aurais conseillé. En fait, lui, il voulait se lancer dans... Bon, il est quand même bien corpulent, hein, le Franck, hein, notamment quand on voit ses brunchs. Et en fait, il voulait se lancer en tant qu'Instagrammeur pour des plus size. Là, je sais plus comment on appelle ça, des mannequins plus size. En fait, des mannequins qui sont en surpoids, hein, clairement. Et en fait, alors là, quand il dit qu'il va quitter un de ses emplois, les gens, ils sont assez sceptiques. Moi, je pense que c'est le moment ou jamais. Voilà, là, il a les deux télé-réalités. Sur Internet, il y a de l'argent. Il a, voilà, la fame qu'il a maintenant. Il l'aura pas dans 5 ans ou dans 10 ans. Peut-être que c'est le moment, justement, aux États-Unis, sachant que c'est simple de retrouver un emploi. Si je devais le conseiller, je pense que je lui dirais quand même, vas-y, tente ta chance sur Instagram, tente ton truc. C'est maintenant ou jamais, et puis ensuite tu verras bien. Puis peut-être que justement les 75 000 $ qu'il va toucher, ça peut lui permettre de vivre le temps de tenter un peu cette expérience. Mais c'est pas évident quand les gens ont des boulots stables. Il est quand même assez bien payé, je sais plus, 4-5 000 $ par mois. C'est quand même compliqué de lui dire de quitter, mais les réseaux, on le sait, même moi je vois juste le podcast, le temps que ça peut prendre. Ça prend un temps fou de travailler sur Internet, c'est un vrai boulot, même si on voit une vidéo de 20 minutes par semaine et on se dit... Ouais, le gars, il bosse pas. 20 minutes par semaine de vidéo, ça prend souvent des jours d'enregistrement, d'écriture et de montage. Donc voilà. Moi, j'aurais envie de lui dire, tente ta chance. Et c'est pour ça, en fait, qu'il faut avoir de l'épargne de côté et de l'épargne de précaution que lui, il a pas. Mais si ça peut vous arriver. Voilà. Si t'as un peu d'argent de côté, que t'es plus content dans ton boulot, que t'as une opportunité comme ça qui s'offre à toi. Je sais pas, on peut peut-être te vendre un truc, te proposer de racheter un business ou quoi. Par exemple, ça arrivait à Sheikh, là, que j'ai eu 2 fois vite fait sur le podcast. On lui a proposé de racheter des ambulances et c'est comme ça que tout son parcours entrepreneurial, il a explosé. Et voilà. Donc, avoir de l'argent de côté, c'est vraiment intéressant. Si tu as une opportunité qui t'arrive, ne pas être comme ça à vraiment limite, parce que tu vas peut-être refuser un truc de fou juste parce que t'as pas les moyens de sauter sur l'occasion. C'est comme si je vous disais, je sais pas, tu peux acheter une Bugatti pour 100 000 €, faut que tu la payes directement. Peut-être que la Bugatti, elle vaut 1 million, mais soit tu as les 100 000, soit tu les as pas. Et si tu les as pas, t'as perdu 900 000 €. Donc voilà. L'argent qui tombe du ciel, peut-être s'en servir pour tenter sa chance. Et puis si ça marche pas, il fera autre chose où il retombera sur ses pieds vu qu'il est aux US. Et après, sa dette de 237 000 $, lui dit qu'il va pas la rembourser. Ils en parlent un peu avec le coach là. Mais c'est vrai que la somme, elle est tellement énorme par rapport avoir 237 000 € d'IMO en dette, c'est pas grave parce que en face, t'as des loyers. Mais quand t'as rien qui rentre, franchement, je saurais pas quoi lui conseiller. Moi, à mon avis, là, dans la situation dans laquelle il est, je dirais de pas rembourser pour le moment ou un tout petit peu parce que, en fait, il va jamais pouvoir tenter quelque chose d'autre. S'il rembourse comme ça 1 000 $ par mois, ce qui semble énorme pour lui, il
va mettre 20 ans à rembourser ça. Donc je sais pas comment il peut faire par rapport à ça. Le mieux c'est de générer des gros billets, mais c'est pas évident pour lui cette situation. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut retirer donc de Franck? Si vous avez une grosse somme d'argent qui tombe, donc ça peut être un héritage, ça peut être un gros bonus, ça peut être une vente IMO, des plus-values aussi importantes. Moi j'ai un bon ami, il a fait plusieurs centaines de milliers d'euros avec un investissement de 10 000 euros en investissant dans une biotech qui explosait. Et quand vous avez de l'argent qui tombe comme ça, temporisez, ne faites pas n'importe quoi. Et souvent la meilleure solution, ça reste quand même acheter de l'IMO, acheter de la bourse et diversifier les supports sur lesquels vous investissez. On attaque avec le sixième protagoniste. Alors c'est Drew. Allez, petite pause et on réattaque. Alors, on attaque avec Drew, le sixième protagoniste. Alors, Drew, c'est un danseur drag queen, alors si j'ai bien compris, hein, et il va se marier avec, je crois qu'il s'appelle Ray. Je suis pas sûr du nom de son compagnon. Et Drew, donc il fait des trucs de fou. Il est en fait au début, on voit une scène, il est en drag queen sur des talons aiguilles, puis il fait des saltos et tout, le truc de fou. Il est payé en cash, il a des gros sacs de cash, mais il gagne seulement 30 à 40 000 dollars par an. Son compagnon, il gagne 150 000 dollars par an et il a des dettes de carte de crédit dans les 20 000 dollars. Donc, franchement, 20 000 dollars, ça va, c'est pas la mort par rapport à l'émission. Mais alors, je sais pas, ils mettent un peu du drama là-dedans, mais il aurait dit à son compagnon qu'il a remboursé les 20 000 dollars, mais c'est pas vrai. Peu importe. En fait, ce qui est intéressant, je pense que ce personnage, on le voit un peu moins que les autres. Ce que j'ai vraiment retenu, et ça, c'était déjà quelque chose que je savais, c'est que le coach de Ramit, il lui dit qu'en fait, il gagne pas assez. Il lui dit, ça sert à rien contrairement aux autres où il était plutôt en mode, arrête d'acheter n'importe quoi, arrête d'acheter des vêtements de marque et tout. Là, c'était plutôt, il lui dit, tu gagnes pas assez, 30-40 000 dollars. C'est vrai que je pense que c'est celui qui gagne le moins de l'émission, là. Et, il lui dit, tu gagnes pas assez, faut que tu trouves un autre boulot mieux payé. Donc c'est ce qui fait ça. Il se passe pas mal quand même de temps avant qu'il postule ailleurs, etc. Mais c'est ce qu'il fait et il trouve un métier dans j'ai noté, c'est Diversity, Equity and Inclusion. Donc c'est en fait pour dans les sociétés aux États-Unis, visiblement, je pense qu'en France aussi il y a ça. C'est pour lutter contre les discriminations liées aux gays. Lui, il raconte qu'il, je crois, il a grandi dans une petite ville et le fait qu'il soit gay, ça lui a pourri un peu son enfance ou ça a été très compliqué pour lui. Ce que je retiens par rapport à ça, c'est que souvent dans la vie, on a une singularité. Lui, c'est d'être gay, drag queen. Voilà. Après, ça peut être, on peut être grand, on peut être petit, on peut être gros, on peut être venir de certaines régions, on peut avoir un accent super charmant comme le mien. On peut avoir des parents des parents qui sont d'une autre origine et donc parler une langue je sais pas, chinois, arabe ou que sais-je. Et en fait, de cette singularité qui peut être une forme de discrimination dans un sens, en faire une force, ça peut être très très utile parce que vous allez être sur des secteurs de niche où il y a très très peu de concurrence. Et donc lui, voilà, maintenant il a son métier qui le paye mal, il trouve un métier qui lui est bien adapté et sur lequel il y a peut-être même pas 10% ou 5% ou 2% des gens aux États-Unis qui pourraient occuper ce poste. Donc grâce à ça, c'est des métiers, il disait qu'en moyenne les gens gagnaient 80 000 dollars par an en faisant ce type de métier. Donc très très intéressant, changer, en fait ce que je retiens c'est ça, changer de métier. Moi c'est ce qui m'est arrivé, mon premier métier, je gagnais pas super bien ma vie, je travaillais 60 heures par semaine et ensuite j'ai trouvé un métier qui était payé 50% de plus et où je travaillais moins. Donc oui, ça existe. En fait, l'argent et le mérite, surtout quand on est salarié, ils n'ont pas forcément de lien. Et c'est pas parce qu'on travaille dur qu'on va être payé plus. Parfois, il faut vraiment... J'ai une amie qui me dit souvent, choisir son métier, c'est une preuve d'intelligence. Bah oui, choisir son métier, c'est une preuve d'intelligence. Là, soit il fait des saltos en talons aiguilles et il a mal partout. Je sais pas, il a dépassé la trentaine, je pense.
soit il trouve un métier en plus c'était visiblement dans le même groupe, donc son métier là de Diversity, Equity and Inclusion, et grâce à ça, il est mieux payé, il sera dans un bureau et il pourra assez facilement rembourser, quand on gagne $80,000 par an, rembourser une dette de $20,000, c'est faisable. Et c'est pareil un peu dans l'immobilier, en fait avoir une singularité. Par exemple, si vous venez, beaucoup de gens, ça va parler à pas mal de gens, si vous habitez à Paris, vous gagnez mieux votre vie qu'en province, en général, acheter de l'immobilier en province, ça peut être très utile parce que vous avez un meilleur pouvoir d'achat. Donc en fait, votre singularité, entre guillemets, même s'il y a quand même, 11 millions de personnes en Île-de-France, mais votre singularité d'être mieux payé, ça va vous permettre d'acheter de l'immobilier, en fait, de vous démarquer des autres gens dans d'autres régions, notamment si vous venez d'une région un peu lointaine, où vous n'avez pas les investisseurs parisiens qui investissent, qui sont sur ce créneau. Idem si vous venez d'une ville un peu, soit vous venez d'une ville où la population elle est pas très riche ou très aisée, ou si vous venez peut-être d'un quartier plus populaire, en fait avoir un mélange et que vous habitez dans une ville riche, avoir un mélange des codes de la ville riche et tout en ayant gardé un peu son expérience de vivre dans les quartiers populaires, ça peut vous aider à toujours trouver des micmacs, à trouver un peu des façons peut-être de filouter, ou en tout cas de mettre à profit certaines choses là où d'autres qui sont nés dans la ville chère auraient pas ces réflexes. Eux, ils seraient peut-être habitués je vous dis un truc tout bête, peut-être que ils vont acheter toujours. Il y a des pays ou des villes où il y a très peu de concurrence, et donc les gens ils vont acheter, ceux qui sont nés là, ils vont toujours aller dans ce supermarché ou dans ce magasin d'électroménager qui en fait fournit pas forcément les meilleurs rapports qualité-prix. Et donc vous, si vous allez vous fournir dans un pays où c'est moins cher, vous allez gagner de l'argent. Idem si vous allez faire venir des ouvriers, moi j'ai un bon ami qui vient d'Europe de l'Est, voilà, il a fait plein de travaux, il a fait venir des travailleurs de son pays, qui étaient originaires de son pays, il a pas payé plein pot parce que vu qu'ils se connaissent un peu et tout ça, ils ont pu avoir des prix avantageux. Donc voilà, toujours avoir trouvé sa singularité et puis appuyer dessus. Souvent on dit ça, c'est en fait à l'école on fait tout pour que tu sois nul. Enfin le but c'est d'être nul en rien. Avoir un 3 ou un 4 sur 20 c'est horrible. Dans la vie souvent en fait faut juste trouver la matière qui marche le mieux et puis la poncer à fond. Dans la vie en gros, si on te donne une image, c'est comme si si tu peux avoir 18 ou 19 en maths et 1 partout, tu fais que des maths et tu vas réussir. Donc si t'es bon pour pour négocier, pour acheter de l'IMO, va pas commencer à essayer de vendre des tapis si t'arrives à bien faire de l'IMO. Et donc trouver son avantage. Si toi t'as un gros pouvoir d'achat par rapport à la ville, fais tout, tant pis, tu t'éclates le game. Et puis voilà, moi j'ai un bon ami à moi, il a un gros patrimoine, ils sont plusieurs d'ailleurs à investir ensemble, et donc il va dans des villes pas très chères, et en fait des biens qui sont 6, 7, 800, 900 000 euros, eux ils peuvent les acheter parce qu'ils ont le pouvoir d'achat, mais dans la ville il y a quasiment personne qui peut acheter ça. Donc ça veut dire que même si tu as un immeuble qui est 2 fois mieux au bout d'un moment, il n'y a plus personne qui peut acheter. Donc, admettons que tu as un immeuble, je donne un exemple de 100 mètres carrés à 500 000 euros. Là, il y a des gens encore qui peuvent acheter, ou de 300 mètres carrés à 500 000 euros. Il y a encore des gens qui peuvent acheter l'immeuble à 500 000. Mais après, peut-être que tu vas avoir un immeuble de 600 mètres carrés à 800 000. Et là, il y aura plus personne qui pourront acheter. Et eux, ils vont aller là-dessus et ils vont tout dégommer. Donc, c'est souvent trouver sa singularité, alors que peut-être dans d'autres villes, t'es à Paris, t'as 800 000 euros, t'as 30 acheteurs qui viennent pour acheter ton appartement. Donc adapter son pouvoir d'achat et ses compétences à son marché, ou trouver le bon endroit sur lequel avoir ses compétences et ses singularités t'aide. Je trouve que c'est vraiment un bon point. Donc voilà, pour Drew, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc trouver sa singularité, essayer de la poncer à fond. Et c'est tout bête. Par exemple, si tu parles une autre langue, ça peut vraiment t'aider si tu es créateur de contenu. Combien t'as de gens qui s'en servent. Même moi, quand j'étais étudiant, il y avait une Tunisienne, je m'en souviens, elle avait écrit quasiment tout son... Alors maintenant, on pourrait capter, mais elle avait repris un mémoire écrit en arabe. Elle a quasiment tout traduit. Elle
elle-même et puis elle avait réécrit ça. Donc peut-être que ça, vu qu'elle avait pas de papier européen, ça a été plus compliqué pour elle de trouver un logement. Mais en contrepartie, elle a pu faire de sa spécificité une force ou un avantage. Donc c'est souvent comme ça dans la vie. Et ensuite, trouver un métier mieux payé, utiliser votre singularité. Et puis après, avec votre conjoint, j'ai pas d'avis s'il faut parler du fait que vous avez 20 000 euros de dette ou non. C'est 20 000 euros, c'est pas 200 ou 500 000. Voilà, chacun fait ce qu'il veut, c'est pas indispensable. L'autre, il gagne 150 000. C'est pas, pour lui, ça va pas être un point clé d'avoir que son conjoint ait 20 000 euros de dette. Puis après, si t'as 150 000 dollars par an, en général, tu sais faire les calculs, tu sais combien ton mec il gagne. Et tu sais combien il dépense plus ou moins et tu te rends bien compte qu'il n'a pas remboursé les dettes. Sinon, c'est juste que tu t'es un peu volé la face. On attaque les septièmes protagonistes. Là, c'est un duo. Enfin, c'est un couple en fait. Sarah et Reggie. On attaque avec les septièmes. Donc, c'est un couple. Sarah et Reggie. Donc, dans ce couple, alors, je sais pas, il n'y a pas grand chose à dire. De toute façon, je trouvais qu'au fur et à mesure que les personnages ils avançaient, il y avait de moins en moins de choses à dire parce que déjà il y a des choses qui avaient déjà été dites et puis j'ai l'impression qu'ils ont passé un peu moins de temps dessus. Alors Sarah et Reggie, les deux, ils sont d'origine philippine si je me trompe pas. Et c'est de tradition dans leur culture d'organiser un grand mariage, comme dans beaucoup de cultures à mon avis. Et le problème qu'ils ont, c'est que ça coûte super cher, qu'ils n'ont pas assez d'argent, qu'ils veulent se marier en Italie. Ils ont des finances assez saines, ils gèrent ça assez bien. Mais le coach, il leur explique que en fait même lui il s'est marié il y a pas longtemps et qu'en gros ça coûte le double de ce que tu penses et qu'ils sont déjà limite avec les prévisions qu'ils ont fait. Donc si ça coûte le double, ça va être compliqué. Donc là, c'est en fait la réflexion que j'ai déjà faite. Je pense c'est pour moi le meilleur moyen de faire une grosse erreur dans ses finances perso. C'est pas d'acheter une Lamborghini alors que t'en rêves ou d'acheter des loups-boutins. Le meilleur moyen pour moi de faire des erreurs dans ses finances perso, c'est de trouver ce qu'on estime être une bonne cause, de justifier en fait des dépenses par une cause qui est entre guillemets noble ou qui est attendu par la famille, etc. Enfin, où en fait on n'a pas vraiment l'impression de se faire super plaisir. Donc c'est comme je vous l'avais dit avec le lit. Si t'achètes un lit à 3 000 euros, c'est pas dit que tu dormes beaucoup mieux que dans un lit à 1 000 euros. Ou voilà, pour bien dormir, fais du sport, travaille beaucoup, et tu dormiras bien. Donc c'est un peu ça le même sujet. C'est pareil pour les enfants, je pense. Quand on a des enfants, on a vite fait de dépenser énormément pour eux. Mais en fait, faut savoir faire la part des choses. C'est pas ne rien dépenser pour ses enfants, mais c'est pas parce que c'est ton enfant que tu dois dépenser 4 fois plus que de raison, quoi. Voilà, s'il a besoin s'il a besoin d'un téléphone ou que sais-je, c'est pas forcément obligatoire de lui acheter le dernier téléphone pour qu'il soit bien parce qu'il te l'a demandé en te disant, ou un ordinateur super cher en te disant qu'il va mieux travailler là-dessus ou que sais-je. Voilà. Les enfants, je sais pas si c'est un bon exemple, mais dans beaucoup de choses dans la vie, en gros, on s'auto-convainc parce que c'est pas vraiment pour nous. On n'a pas l'impression de mal dépenser son argent. Donc là, ça peut être le mariage. Voilà, ça peut être donc ses parents, des dépenses qui à la base ont l'air d'avoir un bon fond. Et souvent, on dépense énormément pour ça. C'est pareil, voilà, pour une maison, résidence principale, on se dit qu'on va y rester longtemps, on dépense sans compter. Je dis pas qu'il faut pas dépenser, mais il faut compter. Pas dépenser sans compter, en mode on sera bien, ce sera mon cocon. Et avec ma femme, on va s'aimer pour toute la vie et on vendra jamais, et on restera toujours ici. Et du coup, ça vaut la peine de dépenser beaucoup. Alors que les trucs ils vont peut-être se dégrader, se démoder certainement, et puis les événements de la vie vont faire que peut-être vous allez devoir déménager. Si vous avez 2, 3, 4, 5 enfants, est-ce que vous prenez les mêmes décisions que au moment où vous avez acheté votre appartement juste pour votre femme et vous, si vous avez une opportunité professionnelle, que sais-je. Voilà, il y a plein de choses dans la vie qui peuvent arriver qu'on n'a pas prévues, donc ce qu'il faut c'est prévoir l'imprévisible. En tout cas, pensez toujours quand vous faites des grosses dépenses, combien il reste. En fait, c'est ça je pense la question qui est indispensable. Si tu t'achètes une Porsche 911 aujourd'hui, tu te dis, t'as l'impression que c'est une dépense de fou.
En fait, pour l'instant, les Porsche, elles gardent leur code. Donc, en fait, c'est pas vraiment une grosse dépense. Alors qu'à l'inverse, si tu t'achètes un truc, un lit, typiquement, un lit, et ben, t'as l'impression que c'est une dépense raisonnée de dépenser 3 000 à 4 000 euros pour ton lit. En fait, ton lit, à partir du moment où tu l'as acheté, il vaut presque plus rien. Les gens, ils vont pas dépenser pour acheter, pour dormir dans le lit dans lequel t'as dormi et dans lequel t'as conçu peut-être tes enfants. Et donc, voilà, pour leur mariage, ils n'ont pas assez d'argent, donc je crois ça me vient comme ça. Je crois que Ikea, ils ont fait une pub, ils disaient qu'un enfant sur 10 dans le monde ou en Europe, il avait été conçu dans leur lit. Voilà, c'était leur fierté. Alors, visiblement, c'est dur à démontrer, mais je crois qu'ils vendent effectivement un lit sur 10 en Europe. En tout cas, pour en revenir à leur mariage, qu'est-ce qui se passe? En fait, là où je trouvais ça intéressant et on peut en parler, c'est qu'ils voulaient à la base tout autofinancer, ne pas demander d'argent à leurs parents. Et puis en gros, le Ramit, il leur explique que ce serait bien quand même de demander. Et en fait, les parents, alors déjà, il y a un bon truc, c'est qu'ils demandent pas, ils posent pas la question, est-ce que vous accepteriez de nous donner de l'argent pour notre mariage? Donc le mari, il demande combien, il demande pas est-ce que, il demande combien est-ce que vous pourriez donner pour le mariage. Et donc ça, c'était une très bonne technique parce que du coup, c'est plus dur de dire non. Après, les parents, chaque parent a proposé de donner 10 000 dollars et ils étaient un peu surpris et ils étaient très contents. Alors forcément, en fait, le point que je voulais soulever là, c'est la vie, elle fait que, en gros, quand tu commences à travailler, t'as pas d'argent et t'en gagnes de plus en plus. Et c'est au début de ta vie que t'as le plus de dépenses. Ta résidence principale, te meubler, acheter ta voiture, éventuellement les vacances, puis après les enfants. Les enfants, ça coûte cher. En fait, t'arrives à une période de ta vie à laquelle je suis pas encore arrivé et je suis pas spécialement pressé d'y arriver, où, je sais pas, t'as 60 ans et t'as toujours des revenus qui sont quand même importants. Et en fait, tu as beaucoup moins de dépenses. Donc, souvent, les personnes âgées, là, on parle pas mal en ce moment des retraites. Alors, ils trouvent toujours un exemple d'un retraité qui gagne mal sa vie. Mais si on regarde les études, les chiffres et tout, j'ai vérifié, et je le savais d'avance, mais j'ai vérifié, les retraités sont bien plus riches que les jeunes, en fait. Et c'est logique. En gros, ils ont payé leur maison, les maisons quand elles coûtaient pas cher, etc. Et donc, en fait, ça fait d'un côté, si les parents ont de l'argent, alors c'est pas tous les parents qui ont de l'argent, mais s'ils ont de l'argent, je pense qu'ils sont très contents de pouvoir contribuer au mariage de leur enfant, comme après, ce couple, peut-être dans 20 ou 30 ans, il va aider ses propres enfants pour son mariage, et c'est la boucle, c'est comme ça, et ça a l'air, parfois il faut pas essayer de tout prendre sur son ego, s'il y a des gens à qui ça fait plaisir de donner, et ça arrive, faut pas hésiter à leur demander, ça leur fera plaisir. Et puis en fait, c'est juste de génération en génération, ça se transmet. Voilà. Parfois, en fait, j'ai cette réflexion avec les appartements. En fait, quand je vois des appartements en location courte durée, notamment là, j'ai mon appartement qui m'a coûté en tout 35 000 euros. Et je dis pas qu'il n'y a pas de galère avec, parce que j'ai des galères. L'appartement qui m'a coûté en tout 35 000 euros. Il m'a rapporté 11 000 euros après commission en location courte durée. Donc voilà, à peu près plus ou moins 1 000 euros par mois sur un an. Et donc en fait, tu te dis, ouais, si tes parents, en gros, si tu as quelqu'un qui va travailler toute sa vie au SMIC, il va être à, je sais pas, 1 500 euros, et tu te dis, si tes parents, ils avaient acheté 2 apparts comme ça pour 70 000 euros, alors je dis pas que c'est ce qu'il faut faire et tout, mais en gros, pour 70 000 euros d'écart de patrimoine qui a été constitué sur toute une vie, t'as quelqu'un qui doit se lever tous les matins pour aller bosser à l'usine et t'en as un qui a géré 2 locations courte durée. Donc c'est vraiment pas le même boulot, pas le même engagement physiquement, etc. Donc parfois tu te dis à quel point, alors après faut pas pourrir ses enfants, quand t'hérites ça demande je pense des responsabilités, des choses comme ça, tu fais pas ce que tu veux de l'argent, si tes parents ils te l'ont donné, ils vont avoir peut-être toujours leur mot à dire sur comment exploiter ceci ou cela. Mais d'un côté, si tu arrives à avoir, c'est pas tout le monde bien sûr, mais si tu arrives à avoir un coup de pouce de tes parents à un instant T, toi tu pourras refaire le même coup de pouce. Tu vois, si à 25 ans on te file 100 000 euros et que tu sais comment les investir,
et ben en fait tu gagnes entre 5 et 10 ans sur quelqu'un qui part de zéro en investissement. Et après peut-être que toi tu pourras, c'est 100 000 que tu as reçu à 25 ans, peut-être que toi dans 20 ans ou 30 ans tu pourras donner à tes enfants peut-être 200 000 ou 300 000, enfin au moins le même équivalent, voire plus, et leur faire aussi gagner un temps fou. Donc l'argent comme ça moi je suis pas super expert parce que c'est pas trop ce qui m'est arrivé, mais si tu peux avoir comme ça des 10 000, 100 000, rien que je m'en souviens quand j'avais emménagé, j'avais fait un emprunt de 4 000 euros pour payer un peu la caution de l'appart plus les meubles. En fait, j'ai mis 2 ans à le rembourser, quoi. En 2 ans, j'ai pas mis 300 euros par mois de côté. 300 euros par mois, c'est un appartement à 50 000 euros. Donc voilà, on peut faire gagner énormément de temps avec des montants qui paraissent énormes à 20-25 ans et quand on a 60 ans qui paraissent normales. Donc, à ne pas hésiter, si vous pensez que vos parents peuvent vous aider, que ça va pas les mettre dans la galère et que ça leur fait plaisir. Si vous voulez vous marier, vous pouvez leur demander de l'argent, ou si vous voulez, je sais pas, pour payer vos frais de notaire, pour votre premier achat ou que sais-je, quitte à les rembourser ensuite. Mais voilà, au début de la vie, on a beaucoup de dépenses et pas beaucoup de recettes. Et puis après, au fur et à mesure, la courbe, elle s'inverse. On arrive au dernier personnage de la série. Et donc, 8e, je sais pas, tout le podcast, j'ai essayé de trouver comment décrire les personnages. En gros, il y a 8 groupes. Parfois, il y a une seule personne. Parfois, il y en a 2, des couples. Donc là, 8e protagoniste, on va dire au pluriel, Christian et Millie. Alors, c'est un peu ceux qui se rapprochent le plus, je pense, de la plupart des profils de mes auditeurs. Et qu'est-ce qui se passe? Christian, il gagne bien sa vie. Il gagne 130 000 euros par an. Et Millie, sa femme, elle gagne en ce moment 30 000 euros, enfin 30 000 dollars par an. Alors, en fait, ils ont fait des bons coups et des moins bons coups. Le bon coup qu'ils ont fait, ils ont acheté une maison et ils louent les 2 étages. Et si j'ai bien compris, les 2 étages, donc je pense qu'il y a 3 étages, et les 2 étages qu'ils louent, ça suffit à rembourser l'emprunt de la maison. Donc ça, c'est vraiment top, c'est vraiment une bonne stratégie. Ça dépend énormément de l'endroit où vous habitez. Si vous habitez à Paris, je pense pas que vous puissiez acheter, si vous êtes seul, ce genre de maison ou même un appartement que vous pourriez diviser et tout. Mais dans pas mal d'endroits, si vous arrivez à faire ça, c'est vraiment top. Par exemple, Nils, chez qui on organise normalement le repas le 26 mai, pour rappel. Nils, il était passé sur le podcast et lui, il loue en fait à l'arrière de sa maison. Il a une location courte durée qui ressemble un peu à une tiny house. C'est tout chou. Si vous allez à Strasbourg, vous pouvez le contacter. Il vous fera un bon prix. Et en fait, ça lui paye une bonne partie du remboursement de sa maison qui est beaucoup, beaucoup plus grande. Donc, vraiment, bon plan, louer une partie de son logement. Eux, ils logent gratuitement aux États-Unis grâce à ça. Donc ça, c'est bonne stratégie d'investisseur. Si vous pouvez le faire, vraiment, faites-le. C'est vraiment top de faire ça. Après, là où c'est plus problématique, c'est qu'ils ont fait un bon coup et ils ont gagné beaucoup d'argent. Donc, c'était au moment du Covid. Si j'ai bien compris, il a pris des options d'achat, donc des calls. J'avais fait un épisode un peu avant Advanced, enfin même 2, où je parlais des produits dérivés. Donc un c'était avec Jean-Aimé et l'autre c'était avec Xavier. Et donc lui il avait pris un call sur les actions Zoom au moment du Covid. Pour faire court, quand vous prenez un call, en gros vous achetez le droit d'acheter 100 actions. Pour faire simple, moyennant un prix de 5 à 10% de ces 100 actions. Donc en gros comment vous décrire ça facilement? En gros, si les actions elles valent 100 et que 100 actions à 100, ça ferait un total de 10 000 euros. Donc vous, si vous vouliez acheter les 100 actions, vous devriez poser 10 000 euros. Et là, peut-être que pour seulement 500 euros, vous avez le droit d'acheter dans 1 ou 2 mois ces 100 actions. Et donc, ce qui se passe, c'est que si ces actions prennent de la valeur, eh ben, vous allez profiter, en n'ayant mis que 500 euros sur la table, vous allez profiter de toute la prise de valeur. Donc, si les actions, elles passent par exemple de 100 à 200, ou de 100 à 200, et ben en fait, en ayant mis 500 euros sur la table, vous allez gagner 100 euros de plus-value fois 100 actions, de nouveau 10 000 euros. Alors que donc ça vous fait un rendement de fois
x 20 si je dis pas de bêtises, alors que si vous aviez acheté en mettant les 10 000 euros, vous auriez aussi récupéré 10 000, mais en fait, ça vous aura fait un rendement que de x2. Par contre, à l'inverse, si le cours il est stable ou il baisse, vous perdez les 500 euros. Donc, si les actions explosent, c'est le meilleur moyen de gagner énormément d'argent. Je crois qu'il y a un gars, si je dis pas de bêtises, je fais une petite pause. Donc, je vous la fais courte, c'est un Indonésien qui s'appelle Leo Kogan. Si je dis pas de bêtises, c'est un fanboy. Ils disent que c'est un fanboy de Elon Musk. Et donc, Leo Kogan, grâce à des stratégies. Alors, il avait quand même déjà de l'argent. Il avait quelques dizaines de millions, mais grâce à des stratégies sur des calls long terme, donc parce que les calls ont des dates d'expiration, il a pu engranger énormément d'actions de Tesla. Alors, apparemment, il en a 12 millions et une action Tesla, combien ça vaut? En plus, il y a eu des splits et tout, donc je sais pas si c'est 12 millions à 167 $. Donc, voilà, on n'est pas loin pas loin des 2 milliards, je pense, 2 milliards de dollars d'actions Tesla qu'il possède. Donc, en tout cas, c'était avec des calls je crois qu'il avait mis un truc genre 50 millions sur la table. Et j'avais lu l'histoire. C'était un article en anglais assez poussé. Mais si ça vous intéresse, donc Leo Kogan, lui, il a fait une fortune avec Tesla. Après, il y en a qui ont fait des fortunes avec Zoom. Là, ils ont gagné pas mal d'argent, 150 000 $, les deux petits là, Christian et Millie, grâce à ça. Et en fait, le problème, c'est qu'après, ils ont voulu refaire ce coup. Et ça, c'est le problème quand on gagne de l'argent rapidement, en fait, par chance, parce que mine de rien, c'était de la chance. Quand on gagne de l'argent rapidement, juste du fait de la chance, après, on essaie toujours de refaire ça et puis on n'y arrive jamais. Et donc, ils ont parié sur un truc de DraftKings. Si je dis pas de bêtises, c'est un site de paris. Et donc, je connaissais pas la société, j'ai un peu regardé. Donc, l'action, elle a pumpé à mort entre 2020 et 2021, elle a fait x5. Et depuis, le cours, il a été divisé par 3. Donc, eux, ça se trouve, c'est ça. Ils ont fait le Zoom. Ils sont sortis, ils ont vendu leurs actions Zoom. Avec ça, ils se sont dit, on va mettre sur DraftKings qui est en train de grimper, qui devait être dans sa phase de pump entre 2 x 5 là. Et puis, en fait, depuis, ça a été divisé par 3. Donc, Ramit, il les incite à couper leurs pertes. Et c'est vrai que moi, je l'ai fait sur des actions. Et en fait, les actions, généralement, elles remontent déjà. Enfin, c'est dur je vais pas donner comme ça, je vais pas graver dans le marbre ce type de décision. Mais c'est très, très rare qu'une fois qu'elles ont perdu de la valeur, elles remontent pour rattraper ça. Quand on parle comme ça, divisé par 3. Donc, faut faire fois 300% pour récupérer sa mise initiale. Donc, il leur dit de couper leurs pertes et qu'ils récupéreront 50 000 sur les 150 000. Ça fait mal, mais je pense que c'était effectivement la bonne chose à faire. Après, le Christian, il veut mettre donc qui est colombien. Je pense que sa femme, elle l'est pas, mais lui, il est colombien. Et il veut mettre sa mère donc qu'elle puisse prendre sa retraite. Donc, il lui dit dans 2-3 ans, tu pourras prendre ta retraite. Donc voilà, c'est sûr qu'on a un objectif aussi louable. Alors autant on peut dépenser pour ses proches sans compter et faire des mauvais coups, mais quand on a un objectif comme ça d'aider ses parents, je pense qu'on fait tout pour y arriver. Mais souvent c'est comme ça qu'on essaye de faire des coups. Je me souviens quand on était un peu dans la mode des robots de crypto, j'en parlais à des gens, ils disaient grâce à ça, je pourrais aider ma sœur qui galère et tout grâce à cet argent et tout. Souvent, en fait, quand on a de l'argent qui peut tomber du ciel comme ça, on pense, faites peut-être l'exercice. Allez, je vous laisse 10 secondes de réflexion, de silence. Faites l'exercice. Si vous pouviez gagner 1 000 € de plus par mois, qu'est-ce que vous en feriez, en fait? Est-ce que vous en profiteriez pour vous ou est-ce que vous en profiteriez pour faire plaisir à vos proches? Allez, 10 secondes. Et voilà, n'hésitez pas, si vous êtes sur YouTube, à me dire en commentaire ou dans le groupe Telegram ou sur Instagram, qu'est-ce que vous auriez fait de ces 1 000 € par mois supplémentaires. Est-ce que vous en auriez profité pour changer de maison, changer de voiture ou pour mieux aider vos parents, votre femme, vos enfants, votre meilleur ami qui n'a pas d'emploi ou que sais-je. Ensuite, donc ça, c'était donc pour Christian, on va dire la partie Christian. On veut aller vite, c'est sûr. Sa mère, je crois qu'elle était femme de ménage, donc c'est sûr que c'est un métier usant. On veut la sortir le plus rapidement possible de là-dedans, mais ça peut nous pousser à prendre des mauvaises décisions. Et après, il y a Millie. Alors Millie, c'est sa femme. Et le problème, c'est qu'elle fait du MLM. Donc MLM, multi-level marketing, je pense que ça s'appelle.
marketing de réseau, on appelle ça en français. Et donc, pour faire simple, de ma compréhension, moi je suis pas, tout ce que je sais, c'est que c'est du bullshit à mort. Alors, pour vous donner, si vous savez pas ce que c'est, moi de la boîte que je connaissais, c'était Herbalife qui fait ça. C'est un peu style réunion de Tupperware. Attention, Tupperware, c'est pas du MLM, mais en gros, vous vendez à vos copains, copines, qui eux ensuite vont revendre également à d'autres de leurs proches. En gros, c'est un système pyramidal, c'est un peu comme un Ponzi. Et souvent, en fait, on est rémunéré non pas sur les produits qu'on vend, mais sur le nombre de filleuls qu'on a. Parce qu'en fait, si on embrigade des gens là-dedans, bah voilà, eux, ils vont un peu vendre des produits. Et donc, ou aussi avoir des filleuls qui vont en vendre, etc. Et donc, c'est en fonction de votre nombre de filleuls que vous atteignez les rangs supérieurs de la société. Et c'est hyper dur d'arriver tout en haut de la pyramide pour gagner correctement sa vie. Donc à un moment, je crois pendant un mois, elle était en haut, elle avait 500 filleuls et elle avait 12 000 $ par mois. Mais maintenant, elle était redescendue à 3 000 $, 3 000, je pense, elle gagnait 30 000 par an, donc même pas 3 000. Donc voilà, les boîtes que je connaissais, c'était Herbalife. Celle, en fait, j'ai regardé le classement. Donc il y a la plus grosse, c'est Amway. Donc c'est nutrition, hygiène corporelle, soins de la peau. C'est toujours un peu là-dedans. Hein. Ensuite, Natura Cosméticos, Herbalife, Vorwerk, je sais pas si c'est allemand, ouais. Articles ménagers, dont la marque Thermomix. Ah ouais, Thermomix, c'est un peu du MLM. Bon là, visiblement, les gens achètent quand même les produits. Et ensuite, Infinitus, c'est en Chine. Donc en fait, ce qu'il faut vous dire, et je pense que c'est un bon moyen de réflexion quand vous pensez avoir vu la martingale, que c'est ce MLM. Moi, c'est marrant, je suis des gens, surtout une fille là sur Instagram, juste pour voir un peu comment ça fonctionne, ces techniques de vente et tout. Et elle vend, on sait même pas ce qu'elle vend. En fait, elle parle du MLM, que c'est génial, on sait même pas ce qu'elle vend. Elle vend juste un lifestyle. Elle est en Polynésie, elle est à Dubaï, elle est je sais pas où. Et en fait, elle vend juste un lifestyle. Elle disait, ouais, je suis une businesswoman et tout, mais t'es pas une businesswoman, tu vends rien, tu vends juste ton lifestyle. Et donc, voilà, si un jour on vous embrigade là-dedans, voilà, est-ce que la promesse qu'on vous vend, c'est des produits de qualité que vous allez vendre, ou c'est un lifestyle? Si c'est un lifestyle, vous sentez que ça pue à mort, quoi. En France, c'est interdit plus ou moins le MLM, si je me trompe pas, mais voilà, c'est le temps que ce soit identifié, etc. Ça peut poser problème. Et ensuite, la deuxième question qu'il faut vous poser, donc déjà, qu'est-ce qu'on vous vend? Des produits ou ou un lifestyle? Et après, la deuxième question à vous poser, c'est en fait, qui gagne vraiment bien sa vie? Parce que vous allez avoir des gens qui vont venir sur scène, qui vont vous dire, ouais, je gagne 10, 15, 20 000 $ par mois ou euros. Mais en fait, c'est peut-être du 1 sur 100 ou 1 sur 1000. Et est-ce que vous, dans votre métier, vous pensez que vous êtes vraiment le meilleur? Moi, par exemple, dans les investisseurs, j'estime pas du tout que je suis dans les 1% des meilleurs investisseurs. Je fais de mon mieux, je suis peut-être dans les 20%, j'en sais rien, mais je fais de mon mieux, on essaie de gérer au mieux. Mais c'est pour ça que l'IMO, c'est magique, parce que tout le monde peut gagner de l'argent si on fait les choses correctement. Alors que là, dans ces métiers, c'est vraiment que le tout en haut du panier qui peut gagner sa vie. C'est comme, je sais pas, les avocats dans une ville. Je vais regarder combien il y a d'avocats à Strasbourg. Voilà, à Strasbourg, apparemment, il y a 1100 avocats. Donc, c'est comme si, en fait, il y avait que 11 avocats sur les 1100 à Strasbourg qui gagnaient bien leur vie. Voilà, ça suffirait pas. Les gens, ils feraient pas ce métier. Donc, c'est pareil. C'est toujours la question à se poser. Est-ce que vous estimez que vous pouvez être dans les 1% des meilleurs de votre emploi? Et ben, dans 99% des cas, la réponse, forcément, elle est non. Donc, pour ça, le MLM, évitez à tout prix. Donc voilà, en fait, ce qui marche bien pour gagner de l'argent, je vais vous donner la martingale, c'est travailler, investir en IMO ou en bourse, et grosso modo, c'est à peu près tout. Voilà, on arrive au terme de ces 2 épisodes. J'espère que ça vous aura plu. Ça m'a pris énormément de temps à enregistrer, mais surtout à écrire, à retrouver toutes les infos, déjà à regarder la série. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours. Petit rappel, donc on a une place pour le week-end à Chamonix du 18 au 20 août. Donc en fait, on a 2 places. C'est un lit double. Donc vous pouvez venir soit en couple, ça coûte 590 € par personne, ou alors vous pouvez venir tout seul. Et donc vous aurez un lit de place pour vous. Ce sera un peu plus que 590 €. Vous m'écrivez. Et c'est Michel qui gère ça, mais vous pouvez m'écrire et puis je vous mettrai en lien avec lui.
Et donc repas chez Niels, écrivez-moi rapidement. Je pense que voilà, le podcast sort mercredi soir. On va boucler le nombre de gens qui viendront. Donc le mercredi, ce sera le mercredi 17 mai. Voilà, on aura bouclé ça. Et si vous voulez faire des gros billets, négocier, avoir un dossier bancaire en béton, il y a des gens qui achètent de l'IMO en ce moment. Hein. Ça peut être, il y a des coûts à faire. C'est peut-être pas la meilleure période, mais c'est pas la pire non plus, je pense. Voilà. Si vous voulez négocier, faire des gros billets, lancer votre podcast qui peut transformer votre vie, ou vous voulez m'appeler, vous allez sur mon site www.grosbillet.com et je vous ferai pas l'affront de dire de commenter, liker, partager, commenter. Parce que je vous le dis tout le temps et vous le faites pas tout le temps. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. J'espère que ces épisodes sur How to Get Rich vous ont plu. Et les 2 prochaines semaines, on aura une personne, un marchand de biens qui parle en millions d'euros et une personne qui est partie plus débutante, plus jeune, mais qui a déjà un beau petit parcours, qui a économisé 70 ou 80 000 euros à 27 ans. Je vous souhaite une très bonne semaine et n'oubliez pas, faites des gros billets. Bye bye.